j'ai une toute petite voix. C'était simplement pour ouvrir le débat et proposer à la salle, aux auditeurs qui sont là ce soir, de poser des questions à nos intervenants. Donc s'il y a des questions, des précisions à demander ou des commentaires, voilà, ils sont là pour vous répondre. Merci aux intervenants. Je voulais juste j'étais surprise que vous ne proposiez pas sur les toits à New York. C'était un mouvement qui commence à faire tache d'huile. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je pense que c'était un mouvement citoyen au départ. Oui, en fait, c'est vrai que moi, mon travail porte vraiment sur l'espace public accessible et toutes ces questions. Voilà. Donc c'est vrai que le toit, c'est très différent. Mais oui, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, et notamment sur ces questions de production alimentaire. Voilà, trouver des espaces disponibles qu'on espère également peut-être moins pollués qu'au niveau du sol. Donc oui, il y a des jardins, autant à Paris qu'à New York, il y a des jardins partagés et des fermes, etc. sur les toits. Je me suis dit que c'était peut-être un peu. En fait, moi je veux bien réagir par rapport à ça parce qu'à Paris il y en a 3. Paris, la proche banlieue, il y a celui de Montreuil qui est le jardin des femmes maliennes au-dessus du Décathlon. Il y a un jardin rue des Vignoles, il y avait le jardin du Béton Saint-Blaise qui sont une association Étincelle qui est installée là. Et, le jardin de la rue des Vignoles est très bien, mais c'est beaucoup aussi parce qu'ils sont faits à partir de terres végétales. Il faut faire attention, dans les jardins partagés, il y a aussi beaucoup de pillage des terres agricoles. Quelque part, il y a beaucoup de jardins qui cautionnent l'étalement urbain parce qu'ils pourraient faire du compost, ils pourraient transformer la matière sur place et transformer leur sol sur place. Or, la plupart du temps, ils préfèrent vous signer la charte main verte, on vous met une barrière et on vous apporte 6 mètres cubes de terre végétale, vous ne savez pas d'où elle vient, et on vous dit elle a été analysée. Et quand on vous demande des analyses de sol, vous ne les avez pas. Donc il y a un problème avec ça quand même, parce que déplacer de la terre au niveau énergétique, l'énergie grise, c'est ce qui est le plus fort. Oui, il y a aussi sur les toits un côté assez expérimental. En ce moment, il y a un potager sur le toit de l'école d'agro. Et justement, ils essayent, entre autres choses, alors je ne maîtrise pas du tout techniquement, mais de recréer des sols à partir de matériaux justement proches et urbains, notamment le marc de café, les productions de chlorote qui se font dans un conteneur, etc. Donc vraiment effectivement d'éviter ce genre de choses et en plus d'avoir une meilleure traçabilité des terres parce qu'on s'intéresse enfin de plus près à ces questions de pollution et de ce qui se passe quand on mange une carotte. Souvent les jardins partagés sont aussi sur des sites enseignement industriels. Même sur du bitume, Ecobox par exemple, je ne sais plus quel arrondissement, c'était vers les jardins d'Alice qui sont en train de fermer. Je pense que c'est fini pour le jardin d'Alice. Ecobox, c'est sur du bitume, c'est le terrain de la SNCF. C'est les habitants, non? Oui, je crois que la plupart sont hors sol, pareil. Absolument. Après, nous, on préfère jardiner en pleine terre, parce que c'est le côté pleine terre, et c'est ça qu'on recherche aussi. On cherche à retirer le bitume et travailler vraiment en pleine terre. Après, des fois, on jardine aussi dans des bacs. On fait un petit jardin sur un arécus. Vraiment, on peut jardiner partout. Après, vraiment, en pleine terre, il n'y a pas la même qualité. La terre se renouvelle quand même plus facilement que dans un bac où il faut changer la terre, refaire venir de la terre. Après, il y a plein de questions autour du compost, autour du marc de café. Par exemple, c'est pareil sur le marc de café, d'où ça vient. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, est-ce que le marc de café c'est une bonne idée? Mais surtout que vous avez parlé de Veolia et ils ont fait des usines à compost et c'est une catastrophe parce qu'ils broient tout et j'avais vu un reportage dessus. Ils incinèrent leur matière, ils sont obligés d'incinérer la matière parce qu'elle est inutilisable, elle est accumulée, elle est pleine de métaux lourds, ils font une sorte de bioaccumulation trop forte, quoi. Ce qui sort c'est du compost cuit où il n'y a pas de vie. C'est le problème si vous voulez accélérer le cycle de la matière organique, vous perdez la vie qui est à l'intérieur. Merci en tout cas.
Peut-être un petit commentaire en plus par rapport au jardin partagé parisien. Alors moi c'est pareil, je ne maîtrise pas tout non plus, mais la plupart des jardins partagés parisiens sont hors sol. Et quand on entend les gens du service des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris, il y a quand même un mot qui revient très souvent dans leur discours, c'est celui de réversibilité. Et donc, pour la ville de Paris, qui est responsable de ces jardins partagés, ça veut dire que ces jardins-là, à tout moment, sont fermables et remplaçables par du foncier, par de l'habitable. Donc, s'ancrer dans le sol directement, vouloir réintroduire du sol, je vais me faire un peu l'avocate de Guérilla Gardoni, mais je pense qu'il y a une idée intéressante à travers ça. Vouloir ramener vraiment du sol, la terre, dans Paris, c'est aussi remettre un peu en cause ce foncier. Et je pense que c'est vraiment cette idée de la réversibilité des jardins partagés parce qu'ils sont justement hors sol, dans des lacs. Là, il y a un outil des politiques qui est à double tranchant. C'est pour ça qu'on se méfie des jardins mobiles. Les jardins mobiles, pourquoi ils doivent être mobiles? Un bail rural, c'est 7 ans. Et c'est 7 ans renouvelables et c'est difficile à faire partir un paysan. C'est fait pour qu'il y ait une pérennité. Et c'est exactement l'inverse, le jardin mobile. Ça permet de virer et d'épuiser des associations. Et voilà. Je trouve ça me questionne beaucoup. C'est vrai que c'est pour ça que toutes ces questions de végétalisation de la ville, ça tient à une place assez particulière et très intéressante, je trouve, dans ces relations entre habitants, institutions qui utilisent l'espace, parce que autant, comme je le disais, la plante, c'est un moyen assez efficace, rapidement visible de la part des personnes mobilisées pour marquer leur territoire, autant, à l'inverse, c'est quelque chose de facilement, d'assez facile à détruire pour la ville. Et moi, on l'a dit, Paris, c'est... oui, on ne sait pas trop si c'est pas, mais on va laisse faire. De toute façon, le jour où on en est en mars, c'est très compliqué d'arracher 3 fleurs au pied de l'arbre. Donc il y a quand même ce côté à la fois qui marque le territoire, mais qui est facile à exploiter aussi. Oui, je suis d'accord, c'est facile à tirer, mais après, je pense qu'il y a quand même toute la symbolique autour d'arracher un arbre qui marche très bien aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'articles souvent dans les journaux sur ça, sur un jardin qui va être détruit. Enfin, ça marque tout de suite les gens de dire on va couper un arbre alors qu'on sait c'est sûr qu'on va l'arbre dans le. Ça dépend des périodes aussi. Et je crois qu'à partir du moment où vous avez réveillé, on a dit avec les jardins, on s'habitue aux végétaux. Ça manque après. Ça, c'est intéressant de se rappeler. C'est super agréable, moi je suis dans une route où il y a des végétaux entièrement. Enfin, je ne sais pas si tout le monde n'a pas le chat, mais quand ça pue, il peut y avoir un endroit là, c'est là où on va peut-être porter ses fruits. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous éveillez les consciences des actions pour les écoles, etc. Petit à petit, ça fait sens là et c'est quelque chose qui rentre dans l'âme. J'avais une question par rapport à justement l'usage des habitants. À un moment donné, vous avez parlé dans un jardin des pratiques sociales, de ce que ça générait comme multitude de projets donc, de la part des habitants du quartier. Et ça me fait penser un peu au travail du Bruit du Frigo sur le rapport aux politiques aussi. C'est-à-dire à partir du moment où il y a des pratiques comme ça, jardinage dans la ville, il y a des habitudes qui s'installent, il y a un moyen aussi d'adresser aux politiques une revendication qui soit de l'ordre sur un usage du lieu qui n'est pas prévu mais qui visiblement prend et qui génère plein de choses. Donc est-ce que vous reconnaissez dans ces pratiques par exemple du Bruit du Frigo à Bordeaux qui justement font des projets utopiques sur des lieux et après les adressent aux politiques comme un contre-projet urbain? En fait, d'une certaine manière oui, et d'une autre manière non, parce qu'en fait nous on fonctionne aussi sans financement, on est autofinancé. Donc on fonctionne vraiment avec de la récup de plants, de graines, de beaucoup d'échanges, du don. On est en relation avec Cocopelli qui nous donne des semences, beaucoup de semences pour faire ces jardins. Donc c'est vraiment ça. On fait ça avec très peu de moyens, quelques outils. Et après,
Après, je pense que, comme je disais tout à l'heure, ça crée aussi une sorte d'émulsion aussi sur les gens qui sont dans le quartier, ou sur... Enfin, c'est un point de départ, je pense, le jardinage. C'est aussi quelque chose... je trouve qui est important, c'est le fait d'agir aussi, de dire voilà, on peut prendre les choses en main et qu'on peut créer quelque chose ensemble de manière assez rapide. Et après, si ça a des impacts, nous les impacts de nos actions, on a un peu du mal à les mesurer. Enfin, personnellement, c'est ce que j'ai un peu de mal à mesurer si ça a un impact forcément sur un projet immobilier ou sur. Mais c'est plus une manière de communiquer avec le végétal, mais l'impact réel. C'est que par exemple sur le cas de la petite ceinture, en fait, il y a eu des concertations qui ont été faites tout autour de Paris où il y avait à chaque fois 3 réponses qui étaient bien orientées et tout ça, et il y avait vraiment les réactions des habitants dans la pièce qui était intéressante. Une des concertations dans le 20e arrondissement, il y a une femme qui a levé la main et qui a dit qu'il faudrait faire une école d'horticulture sur la petite ceinture. Et puis une autre femme qui a dit qu'il faudrait faire un musée Chris Marker. Nous on a travaillé là-dessus, on a écouté ce que disaient les gens et on a avancé. On s'est dit peut-être qu'un jour on recroisera ces gens qui veulent faire une école d'horticulture et finalement c'est un peu une sorte d'école qu'on fait sur cet endroit. Voilà. Juste en profiter le temps que le micro arrive, on va peut-être prendre juste une ou deux questions encore et puis on va terminer. Merci. Je voulais juste revenir sur les références que vous avez présentées. Les États-Unis, alors c'est très séduisant, les États-Unis. Ça a l'air d'être très loin, et puis ils sont les pionniers, le monde anglo-saxon. Je vous rappelle qu'à nos frontières, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, tout ça sont des pratiques culturelles courantes qui font partie de la vie de tous les jours. J'ai habité à Amsterdam, tous les bords de trottoirs sont équipés de ces petits bacs et ça ne fait pas l'objet de conférences. C'est vraiment dans la vie. Moi, je me pose toujours la question pourquoi la France, ou les Français plutôt, sont toujours à la traîne de ces questions. Sur les références qui sont choisies, je sais. Enfin, tu répondras mieux à la question. Après, c'est vrai que moi aussi j'ai remarqué, il y a des villes, il y a des pays où ça se fait de manière naturelle. Et en France, c'est quelque chose. Par exemple sur Paris, on ne peut pas dire en France, mais à Paris, c'est vrai que c'est une dynamique qui a du mal à être spontanée. Il y a toujours peut-être aussi le côté de la crainte aussi, la crainte policière, les lois, tout ça qui sont assez lourds. La réglementation en France qui est très lourde. Et du coup, ça bloque vraiment beaucoup l'intervention des gens. Et justement, si on sentait moins ces barrières et si on disait enfin que jardiner, c'est pas si méchant que ça, peut-être que les gens s'y mettraient plus volontiers. Mais actuellement, je pense que c'est une des principales barrières. Moi, j'ai une hypothèse, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que ça vient des systèmes agricoles en fait. Nous, c'est notre système agricole autour de l'Île-de-France, c'est des résidus de bocage, c'est des choses qui sont très fermées, on est dans des espaces cloisonnés, les gens sont habitués à des terrains qui sont à eux, alors que dans l'Est, les gens sont beaucoup plus habitués à une gestion commune des espaces. Les communaux, il y a beaucoup plus de systèmes de communaux. Et après aussi, il y a en Hollande, par exemple, ils laissent leur rideau ouvert, ils montrent ce qu'ils font dans leur maison. En Angleterre, c'est pareil, il n'y a pas de clôture devant les maisons. Il n'y a qu'en France qu'il y a ça, et la clôture, elle est aussi mentale, elle est aussi à la bordure du trottoir. En France, si vous avez de la neige sur un trottoir, vous êtes obligé d'enlever la neige jusqu'au bord du trottoir. Normalement, s'il y a un accident, c'est à vous que ça revient. Voilà, il y a tout ça aussi, donc c'est un peu sous-jacent, mais je pense que c'est des questions qui sont... Et puis, c'est quelque chose... nous, ce qu'on a montré, on a justement pas montré des exemples où on faisait des petits jardins devant les maisons. Ça existe partout, mais là, on montrait justement ces
système d'agro-guérilla où on travaille sur des terrains plus vastes et sur des... C'est pas juste la question de l'asile. Je pense que dans les pays de l'Est, vous dites qu'ils ont une culture écologique, enfin une politique écologique beaucoup plus ancienne que la nôtre, et beaucoup plus marquée que la nôtre. Ce qui fait qu'ils ont pris beaucoup plus grande avance par rapport à nous. Petit à petit, je pense que ça viendra aussi en France. Mais nous, on a pris par rapport à tout ce qui est politique écologique, on a pris du retard. Enfin, du retard. On n'a pas commencé en même temps qu'eux, et puis on ne s'est pas développé aussi vite qu'eux. Oui, je défends. Non, mais vous avez tout à fait raison. Moi, il se trouve que voilà, je suis américaniste, je travaille aux États-Unis, donc je parle de ce que je sais. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, et il y a des conférences sur ce qui se passe, notamment en Allemagne, beaucoup. Il se trouve que, par exemple, si on prend le cas des jardins partagés, ce qui s'est passé, c'est que la Fondation de France a organisé des conférences entre Montréal, New York et Paris et Lille, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait, le modèle des États-Unis et du Canada, des community gardens, comment est-ce qu'on pouvait faire ça en France. Donc là, c'est une vraie filiation comme dans ce sens-là. Mais par exemple, la REL s'occupe de l'association qui désasphalte. Là, c'est parce que l'association, en fait, c'est un couple, et un de leurs amis est revenu des Pays-Bas en disant « Oh, vous savez ce qu'ils font aux Pays-Bas? Ils cassent le trottoir devant chez eux, ils plantent des fleurs. » Et donc, ils ont pris une massue, ils ont cassé le trottoir. Voilà. Donc, de toute façon, il y a des circulations qui ne sont pas toujours très claires, surtout maintenant, voilà, de toute façon, avec Internet. Mais ces modèles circulent. Et effectivement, sur pourquoi en France on est en retard, je suis assez d'accord, c'est ça. Enfin, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a vraiment une tradition de se prendre en main, c'est-à-dire, de toute façon, il y a une méfiance à l'égard du gouvernement, et donc si le gouvernement ne fait pas son boulot, on le fait, ce qu'il n'y a pas en France. Et puis également, je disais par exemple à New York, ce coup des barrières autour des arbres, normalement il y a un règlement, mais la ville est bien consciente que c'est impossible de le faire respecter. Ça, dans les villes françaises, c'est quand même, on n'en est pas là, quoi. C'est vrai que j'avais été dans le 18e arrondissement, je ne sais plus où c'était exactement, mais c'était des habitants qui avaient demandé de l'aide à l'arrondissement pour mettre des bacs à fleurs dans l'espace public. Et là, donc, ils avaient une réponse enthousiaste, oui, bien sûr, très bien. Mais alors, du coup, il va falloir que ce soit un bac de telle forme, telle taille, machin. Donc, il va falloir 6 mois pour l'avoir, et puis ça va coûter 200 €, etc. Alors que s'ils l'avaient fait de même, ils auraient tout de suite, ils auraient pu exprimer également leur... Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une grosse différence. Encore une fois, je ne connais pas les autres pays d'Europe totalement, mais par rapport aux États-Unis, ça, c'est une grosse différence. À un moment, tu as montré une carte qui avait été diffusée sur Internet, je crois. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette partie virtuelle de l'action végétale? Alors, ouais, c'est intéressant d'en parler, parce qu'en fait, à la base, justement, on ne voulait pas créer une fédération, être juste là et coordonner. On ne voulait pas coordonner. Notre objectif a toujours été de promouvoir l'apparition de plein de nouveaux groupes. Et on avait à peu près réussi, vu qu'au bout de 2 ans et demi, il y a eu une vingtaine de groupes qui se sont formés en France, grâce à Internet et grâce à... On a juste d'abord rassemblé des actions qui se faisaient partout dans le monde, un peu comme sous le format un peu historique. On essayait de montrer qu'on n'était pas isolé et qu'il y avait plein de formes de lutte écologique qui se ressemblaient et que peut-être on pouvait mettre ça sous le nom de guérilla gardening, où c'était des sortes de guérillas. Et voilà, cet outil il est normalement public. Après, on vérifie juste un peu ce qui se passe. Disons qu'on n'empêche personne de faire par exemple des guérillas de florissement. Par exemple, il y a des gens qui font ça en terre avec des tulipes et tout ça, mais après on doit avoir un avis sur certaines guérillas, sur la crédibilité de certaines guérillas, des fois qui sont très commerciales. Et c'est aussi le site internet nous a permis ça, c'était de différencier ce qui était l'acte militant et l'acte la guérilla purement commerciale, parce qu'il y a par exemple Adidas qui nous a demandé pour faire des chaussures, on a dit non, il y a plein de gens comme ça, Thompson,
vais pas toutes les citer, mais bref. Je peux regarder sur la carte. Aussi, ce qu'on a essayé de développer, c'est un outil aussi qui soit accessible, où les gens ils puissent échanger des lieux, où on puisse aussi se repérer nous, parce qu'au bout d'un moment on commence un peu à oublier les endroits où on a fait des actions, et c'est quand même c'est aussi une sorte de base de données, un peu historique sur ce qu'on fait, et qui est assez parlante aussi pour se rendre compte géographiquement des lieux d'action. Là on voit effectivement que c'est plutôt dans le 20e. Mais voilà, après, c'est un outil parmi d'autres. Il y a certains groupes qui fonctionnent aussi sans internet du tout, où il y a plein de groupes qui font des actions, de gens qui font des actions et qui ne les communiquent pas forcément sur internet. Mais de temps en temps, c'est pour aussi dynamiser un peu le groupe, le mouvement et en faire parler. Faut savoir aussi qu'il y a Richard Reynolds qui a bien relancé le mouvement en 2004, qui a aussi un site qui s'appelle guerrillagardening.org, il me semble. Et c'est un outil aussi, lui, il communique sur des actions dans le monde entier. Nous, on communique spécialement sur France, Paris, sur nos actions, mais lui, il communique sur le monde entier. Et ce qui est pratique avec l'outil quand même d'Internet, c'est de pouvoir rencontrer d'autres gens, dire qu'on va faire une autre action, dire on a besoin de monde pour telle action. Donc c'est un outil quand même qui est pratique actuellement. Peut-être qu'un jour on arrivera à s'en séparer. Mais ça permet aussi d'être un groupe et d'être toujours un petit peu être plusieurs sur une action et pas. Au début on était juste quelques-uns et c'est vrai qu'on s'épuise aussi, on a besoin aussi de nouvelles personnes motivées pour faire des actions. En fait ça permet de faire un truc. C'est comme une sorte de réseau qui se cristallise. On a besoin de voir que les autres avancent, ça nous motive. On se dit qu'on n'est pas seul dans notre coin à faire l'action. D'ailleurs, on rencontre beaucoup de gens qui font de la guérilla sans savoir qu'ils font de la guérilla. Et la personne qui est à la base du jardin de la petite ceinture, il était là, il jardinait, il ne savait même pas que ça existait ces mouvements-là. Et il me disait même des fois, j'ai l'impression d'être un fou, je fais ça, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai une intuition. Voilà, et on en croise beaucoup qui font ça, quoi, et qui du coup sont encore plus motivés de découvrir que nous aussi on fait ça, que d'autres gens le font au Japon, à Hawaï, en Chine, en Corée du Nord, il y a des gens qui cultivent en bas des immeubles. Je peux peut-être juste ajouter un commentaire un peu différent sur la cartographie. Il y a une chose qui me frappe à chaque fois que je vois cette carte, c'est qu'elle se superpose très bien à la carte des jardins partagés de la ville de Paris. Et c'est assez frappant de se dire que dans le 8e, le 7e, le 14e, enfin tous ces quartiers un peu résidentiels de classe sociale supérieure, on va dire, il y a probablement, alors je pense qu'il y a plein de raisons, c'est multifactoriel, mais on dirait qu'il y a déjà moins envie de jardiner. Alors peut-être que les gens ont du coup une résidence secondaire, un manoir quelque part où ils peuvent se livrer au jardinage en pleine terre. Mais enfin, il y a aussi probablement le fait qu'il y a effectivement beaucoup moins de dents creuses, de friches dans ces quartiers-là. Il y a le 16e aussi, déjà personne, voilà. Mais voilà, cette cartographie, elle dit beaucoup de choses aussi. Je trouve qu'il y a cet effort de végétalisation de la ville, on voit qu'il est porté par une partie de la population urbaine de Paris. Je sais que c'est le cas de New York, je pense que c'est pareil à Paris. Pour les actions, sans parler des jardins partagés, mais les actions sur la voie publique, des actions illégales, il y a aussi des endroits où même si elles ont lieu, elles vont être écrasées beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais a priori, dans des quartiers beaucoup plus touristiques, beaucoup plus propres, etc., n'importe quelle déviance à l'usage de l'espace public va être tout de suite arrêtée. Alors que dans des quartiers où il y a moins cette image et puis il y a moins aussi de surveillance, c'est moins policé, du coup c'est plus facile de faire des choses. On a fait une action à Notre-Dame et ça a été refermé le lendemain. Voilà, c'est ça. Ils avaient des bouts de gazon de plaquage, ils ont fermé tout ce qu'on avait fait. Ça me rappelle un très bon exemple qui est arrivé cette année où sur la petite ceinture, donc qui circule partout dans Paris, dans le 20e, moi je ne sais pas combien d'heures tu cumules ou on cumule sur cet espace, donc moi j'ai jamais vu la brigade ferroviaire dans le 20e. Et dans le 17e, on y a été 2 heures, je crois, un après-midi, et on a eu la police et la brigade ferroviaire en 2 heures, dans le 17e.
Voilà, effectivement une façon différente de gérer ces actions-là dans des quartiers différents. Une dernière petite chose aussi, c'est qu'on fait des actions dans des endroits qui ne sont pas spécialement touristiques ou très visibles aussi, donc ça réduit aussi les endroits où on les fait souvent plutôt dans une petite impasse, des endroits qui sont un peu discrets aussi et qui sont justement pas mis en valeur, et on ne va pas aller planter des tulipes en dessous de la tour Eiffel pour faire joli et pour la mettre en valeur, quoi. Il n'y a pas spécialement besoin. C'est aussi des quartiers où on vit, en fait, cette carte elle reflète ça. Si on regarde, on voit un peu les lignes de bus, si on analyse un peu. Moi j'ai cartographié pas mal sur cette carte, les gens pourront ajouter des choses. Et puis il y a des cartes, d'autres cartes, carte des arbres fruitiers, là on voit celle avec les chiffres, en fait c'est une nouvelle carte, celle qui est en rouge, et celle avec les points bleus et rouges, c'est une ancienne carte. Donc il y a déjà deux niveaux d'histoire. Et la carte qu'on voit en rouge, elle est maintenant chronologique. Donc on peut remonter plusieurs années. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, sinon on va pouvoir clore cette séance. Merci beaucoup d'être venu nous écouter ce soir.